chers frères, bonjour et bienvenue dans ce nouveau format qui nous est proposé par la Grande Loge traditionnelle et moderne de France. Donc, tous les mois, nous allons vous proposer une conférence maçonnique. Et pour cette grande première, finalement, nous sommes heureux d'accueillir Jacques-Olivier de Calignon, qui va nous parler du rite français moderne quand l'esprit français s'empare d'une invention britannique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore Jacques, il est bien entendu notre député maître de la GLTMF, mais il est également le très sage et parfait grand maître, le suprême commandeur du grand chapitre national. Donc voilà pourquoi, finalement, très cher Jacques, le rite français n'a plus aucun secret pour vous et désormais nous vous écoutons religieusement. Merci. Bien, mon cher Alexis, je te remercie pour cette introduction à la conférence de ce jour, effectivement la première d'un cycle que qui j'espère intéressera l'ensemble de notre obédience et des frères qui pourront nous écouter. Alors aujourd'hui, effectivement, le premier sujet que nous avons envisagé d'aborder, c'est celui du rite français, dit moderne, et j'aborderai ce rite un peu sous l'angle historique pour voir comment l'esprit français s'est emparé de quelque chose qui venait des îles britanniques pour aboutir à ce que nous pratiquons aujourd'hui sous le nom de rite français ou de rite moderne. Et nous verrons ainsi que ce que nous pratiquons à la GLTMF sous cette appellation est certainement, parmi les rites actuels, celui qui est le plus proche de la maçonnerie anglaise, tel que Jean-Théophile Desaguliers l'a élaboré et organisé à Londres vers 1720. Qui était Jean-Théophile Desaguliers ? Eh bien, Desaguliers, c'était un pasteur de l'église anglicane, docteur en droit, diplômé d'Oxford, et c'est avant tout un scientifique de haut niveau, conférencier célèbre, qui propageait les théories et les découvertes de Newton, Isaac Newton, tant scientifique que philosophique. Il faut d'ailleurs savoir qu'à l'époque, ces deux disciplines n'étaient pas séparées, distinguées comme elles le sont aujourd'hui dans les représentations que nous en avons depuis, mais correspondaient à un corpus de sciences, de connaissances qui était plus général. Et donc, Desaguliers voyageait beaucoup des îles britanniques jusqu'à la Russie même pour la mise en œuvre de ses propres réalisations, comme pouvait ou pourrait plutôt le faire aujourd'hui un ingénieur polytechnicien, consultant en quelque sorte. Et ses compétences techniques allaient de l'électricité à la mécanique des fluides, en passant bien sûr par l'hydraulique, les machines à vapeur qu'il a beaucoup perfectionnées. Quant à Isaac Newton, il était le président de la Royal Society, qui était une sorte d'académie des sciences. Et il avait reçu Jean-Théophile Desaguliers au sein de cette distinguée société. Desaguliers était un esprit brillant, on l'a vu, qui n'était devenu anglais que par les faits des circonstances en France, et notamment des persécutions infligées aux protestants, aux huguenots par Louis XIV. Il était effectivement né en France, à La Rochelle, d'un père pasteur protestant qui avait donc quitté La Rochelle en 1683, juste avant la révocation de l'édit de Nantes, pour les îles anglo-normandes, pour Guernesey d'abord, puis finalement pour Londres, et ainsi Desaguliers était devenu londonien. Desaguliers, épris de philosophie naturelle, a rapidement compris tout ce qu'il pouvait tirer de la modeste franc-maçonnerie de l'époque, en faisant le relais pour les idées nouvelles, les idées newtoniennes, tant philosophiques que scientifiques, dont les développements ne s'appuyaient que sur l'expérience et non plus sur la répétition, comme par le passé, la répétition des théories métaphysiques des auteurs classiques et d'Aristote en particulier. C'est cette nouvelle philosophie naturelle, cette science fondée sur l'expérience que Desaguliers voulait propager et diffuser. La franc-maçonnerie à Londres à cette époque, qu'est-ce que c'était ? Alors, on sait tous très bien que la franc-maçonnerie moderne est apparue à Londres en 1717 par la réunion de 4 loges londoniennes. Mais ce qu'on sait beaucoup moins,
c'est que ces loges n'étaient plus à l'époque que des associations d'artisans, de commerçants, de boutiquiers, de ce qu'on appellerait aujourd'hui des petits bourgeois, qui aimaient se réunir autour d'un repas, de quelques pintes de bière et d'un pot de tabac dans l'arrière-salle d'une taverne, taverne dont la loge portait le nom. La loge s'appelait du nom de la taverne où les frères se réunissaient. Les francs-maçons de cette époque recevaient leurs nouveaux membres par cooptation et à l'unanimité, ce qui leur permettait de maintenir dans leur groupe une concorde, une harmonie nécessaire à la bonne qualité de leur sociabilité. Ils recevaient leurs nouveaux membres au cours d'une cérémonie d'admission fort modeste qui empruntait au rituel d'incorporation des maçons de métier. Mais les maçons de métier, les maçons opératifs, eux, avaient disparu des loges et avaient été remplacés par cette nouvelle forme de sociabilité qui se développait depuis le siècle précédent. En 1717, cette cérémonie d'admission ne comportait que 2 grades qui étaient conférés lors de la même soirée, celui d'apprenti entré et celui de compagnon de métier. Que faisait-on dans ces loges? Eh bien, ces francs-maçons exerçaient une entraide au sein de leur confrérie à une époque où, il faut le savoir, quasiment aucun autre dispositif de protection ou d'aide sociale n'existait, sinon quelques œuvres de charité confessionnelle. Donc, dans cette structure modeste et qui essayait de se maintenir en vie, mais qui avait beaucoup perdu de sa vigueur antérieure, quel a été l'apport de Desaguliers dans cette maçonnerie? Dans cette maçonnerie telle qu'il l'a découverte quand il a été reçu dans la loge Le Gobelet et les Raisins, du nom de l'auberge où se trouvait cette loge, 2 ans après ou 3 ans après, il était vénérable d'une autre loge, Louaille-le-Grill. Et c'était l'époque où se créait donc la Grande Loge de Londres et de Westminster par fédération de ces 2 loges avec 2 autres qui s'appelaient le Pommier et la Couronne. Alors Desaguliers a rapidement transformé cette modeste association d'entraide fraternelle. Il lui a d'abord donné son lustre social et ça, il l'a fait très rapidement en attirant les nobles du plus haut rang qu'il faisait élire comme grand maître, le duc de Montagu, puis le duc de Wharton. Et ça grâce à ses rapports avec la Royal Society, mais aussi par ses fonctions. Il était précepteur d'un des membres de la famille royale. Il lui a donné aussi son lustre, on dirait aujourd'hui intellectuel, le mot n'existait pas à l'époque, son lustre intellectuel en y faisant admettre justement jusqu'à 1/3 des membres de la Royal Society, cette prestigieuse académie donc des sciences que présidait Newton. Dès 1723, avec la publication des constitutions qu'on appelle aujourd'hui les constitutions d'Anderson, Anderson étant contemporain de Desaguliers, pasteur presbytérien, c'est-à-dire calviniste d'origine écossaise, la franc-maçonnerie moderne se dotait aussi d'une histoire officielle, largement légendaire, et de principes inspirés justement de la philosophie naturelle et de la théologie naturelle. Ceci permettait, après un siècle de conflits politico-religieux, de se fréquenter en paix, en s'interdisant, condition nécessaire, tout sujet politique ou religieux dans un esprit de tolérance partagée. Desaguliers, enfin, a été le promoteur, non pas l'inventeur, mais le promoteur du grade de maître vers 1735 à coup sûr, peut-être un peu avant, vraisemblablement un peu avant, qui donne ainsi, au-delà de ce lustre social et de ce lustre intellectuel, eh bien, ce grade de maître donne aussi un lustre particulier au corpus symbolique de l'ancienne maçonnerie qui n'était qu'en 2 grades. Alors voilà ce qui a été introduit en France. Et nous allons voir maintenant comment les premières loges françaises ont accueilli cette franc-maçonnerie et ce qu'elles ont pu en faire avec l'esprit particulier qui s'attache à la culture des Français de l'époque. Alors l'Angleterre et la France, il faut savoir que l'Angleterre et la France, depuis Louis XIV,
et jusque la fin de l'Empire, jusque 1815, ont quasiment toujours été en guerre. Mais il y a eu une période de paix entre 1713 et 1740 qui justement correspond à l'époque où les relations étaient beaucoup plus faciles, constituant en quelque sorte une fenêtre de tir pour que la franc-maçonnerie anglaise puisse s'introduire en France. Ainsi est-elle arrivée en 1726 à Paris, ça s'est attesté, peut-être avant, en 1721, mais c'est moins sûr, à Dunkerque. Et selon des pratiques anglaises, donc vraisemblablement d'abord en 2 grades à ces dates-là, et rapidement en 3 grades, amenés par des Anglais, mais aussi des Écossais, des Irlandais, marins ou commerçants, ou réfugiés stuartistes, les stuartistes étant les tenants de la dynastie qui avait perdu le pouvoir au profit des Hanovriens en Angleterre. Donc des diplomates, des marins, des commerçants, des réfugiés politiques, dirait-on aujourd'hui, qui depuis 1713 et la fin de la guerre de succession d'Espagne, donc pouvaient revenir sur le continent plus facilement. En France, les milieux éclairés étaient en fait anglophiles, bien que ce soit souvent la guerre, et notamment le régent du royaume, Philippe d'Orléans, qui assurait en quelque sorte l'intérim depuis la mort de Louis XV en 1715, avec l'intérim en attendant la majorité de la mort de Louis XIV, pardon, en 1715, en attendant la majorité de Louis XV en 1723. Donc pendant ces 8 années, la France était dirigée par le régent, Philippe d'Orléans, qui était lui aussi culturellement très anglophile. Donc ainsi, les premières loges parisiennes sont créées, et la première d'entre elles par trois Britanniques, là aussi un Anglais, un Irlandais, un Écossais, et notamment par le comte de Derwentwater, Charles Radcliffe, en 1726. La même chose se passe à Bordeaux quelques années plus tard, en 1732, et cette première loge travaille en anglais, s'appelle d'ailleurs l'Anglaise. Elle essaimera ensuite en 1740 avec la Française, et Bordeaux sera un foyer actif à partir duquel les loges se répandront un peu comme à partir de Paris, de manière assez nombreuse. Ainsi, les loges en France se développent-elles par sissiparité, de proche en proche, d'abord à Paris, puis dans les grandes villes et dans les ports, en adoptant les usages de la première grande loge de Londres et de Westminster, première grande loge qu'on appellera bien plus tard la Grande Loge des Modernes. Alors pourquoi l'appellera-t-on la Grande Loge des Modernes? Eh bien, tandis que la franc-maçonnerie se développe en France à partir de cette première grande loge, en Angleterre, apparaît à la fin des années 40 un schisme au sein de la maçonnerie qui aboutit à la création en 1751 de la Grande Loge dite des Anciens. Grande Loge des Anciens qui introduisait des pratiques maçonniques différentes, dont le chef de file était Laurence Dermot. Et c'était notamment par l'influence de francs-maçons irlandais émigrés à Londres, émigrés parce qu'ils fuyaient la misère dans leur pays, et notamment les famines de 1740 et 1741. Et ces Irlandais, pauvres, catholiques de surcroît, étaient, pour l'ensemble de ces raisons, relativement mal reçus dans les loges londoniennes qui avaient connu, depuis 1717, une évolution sociologique qui allait dans le sens d'une élévation du niveau social, une évolution aristocratique qui ainsi faisait que les frères londoniens s'accommodaient mal de ces pauvres catholiques qui trouvaient ou qui tentaient de trouver à Londres une condition moins précaire que celle qu'ils avaient quittée dans leur île d'origine. Mais la franc-maçonnerie française et continentale en général ne subissait pas cette influence de cette nouvelle grande loge qui s'appellera la Grande Loge des Anciens, puisque c'est un grand classique de la maçonnerie. Quand on crée quelque chose, on se revendique toujours d'une antériorité plus ancienne. Cette Grande Loge des Anciens qui, par dérision, appellera donc la Grande Loge de Londres, qui date de 1717, la Grande Loge des Modernes. C'est comme ça que cette appellation est apparue pour la première fois. En Angleterre, en France, on n'était pas sensible à cette influence et à ces distinctions. Ainsi, la première pratique maçonnique
en France est à l'issue de la maçonnerie anglaise, que l'on appellera en Angleterre bien plus tard, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la maçonnerie des modernes. Et c'est comme ça que deviendront synonymes, encore un peu plus tard, les termes de rite français ou de rite moderne. Et à la limite, on peut dire que l'appellation rite français moderne est un pléonasme. Le rite français, ou plutôt la pratique française du rite maçonnique, quelle va-t-elle être? Eh bien, on la connaît grâce à ce qu'on appelle les divulgations. Car à l'époque, les rituels étaient connus par cœur, ils n'étaient pas rédigés, n'étaient pas écrits. Et s'il n'y avait pas eu ces fameuses divulgations, on n'en connaîtrait vraiment pas grand-chose. C'est d'ailleurs ce qui se passe pour les rituels écossais du XVIIe siècle, ou même d'avant. Alors, les apports français aux rituels maçonniques d'origine sont peu nombreux en ce qui concerne les parties importantes du texte, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une traduction des textes anglais. Nous le savons grâce à ces divulgations qui se faisaient soit par diffusion plus ou moins malveillante, soit par l'effet de manœuvres policières. Alors, les divulgations malveillantes, c'était par exemple Samuel Pritchard en Angleterre, qui était un maçon qui avait manifestement mauvais caractère et peut-être une morale un peu relâchée, aboutissant à son exclusion progressive des différentes loges, jusqu'à ce que, vraisemblablement dans un esprit de vengeance, il a diffusé les pratiques maçonniques, il les a décrites, il les a fait connaître dans le public, et ça a eu beaucoup de succès. Ces phénomènes plus ou moins malveillants, ou parfois qui étaient simplement la recherche de rendre un peu ridicule ce qui se passait dans les loges, on les connaîtra aussi en France. En France, en revanche, on a eu des divulgations qui avaient une autre origine, c'était celle des manœuvres policières, et notamment Fleury, qui était le cardinal de Fleury, qui avait été le précepteur de Louis XV et qui était devenu en quelque sorte son premier ministre, était très préoccupé par l'éventualité que des jansénistes, jansénistes c'était une sorte de crypto-protestants au sein de l'Église catholique qui agitait le pouvoir des parlements contre celui du roi. Alors Fleury, lui, faisait la chasse aux jansénistes et pensait que peut-être les jansénistes se réfugiaient dans les loges maçonniques. Et c'est comme ça qu'il voulait savoir ce qui se passait dans ces loges pour essayer de débusquer des jansénistes. Il n'y en avait pas, par ailleurs, mais il avait envoyé donc ses espions et ça nous permet de savoir ce qui se passait dans les loges maçonniques de l'époque. Par exemple, le texte de l'ordre des francs-maçons trahis de 1745, eh bien, ce texte est très comparable à celui de Masonry Dissected, la maçonnerie disséquée, de 1730 de Samuel Pritchard en Angleterre, pour ce qui concerne les ouvertures, les fermetures, les instructions et les prestations de serment, les prises d'obligation. Cependant, on note déjà quelques différences dans le rituel français, dans l'esprit qui préside aux cérémonies. Ces différences, on peut les envisager dans deux axes. D'abord, quelque chose inconnu des Anglais et qui pour nous est devenu une évidence, considérée comme vraiment consubstantielle à la maçonnerie, c'est l'idée d'initiation au sens fort. Ce qui n'était qu'une réception dans une société en Angleterre est devenu un rituel d'initiation en France où on avait depuis le siècle précédent un goût particulier pour les cultes à mystère de l'Antiquité tardive, les mystères d'Éleusis par exemple. Et cela a donné, par imbibition, par rapport de cet esprit à volonté initiatique, ça a donné une forte imprégnation mystique avec, par exemple, le fameux silence de l'apprenti. Cette dimension initiatique, assez mystique, se développera tout au long du siècle, selon un goût parfois un peu baroque, comme par exemple la présence de crânes, de squelettes, de sentences effrayantes dans le cabinet de réflexion, créé pour constituer une première épreuve, et même cette notion d'épreuve
d'épreuves redoutables, l'épreuve du sang, l'épreuve du feu, l'épreuve de l'eau, qui étaient des choses qui n'étaient pas en vigueur dans les rituels initiaux. Pardon. Et il s'agira parfois aussi d'intégrer dans les rituels français, d'intégrer en même temps que les membres qui les apportent d'ailleurs, les usages de confréries parfois fort anciennes et qui vont en quelque sorte s'amalgamer, s'intégrer, pénétrer la franc-maçonnerie, les pénitents en Provence, les frères, la confrérie des nobles jeux de l'Arc dans le Berry, dont, si je me souviens bien, provient la pratique du calice d'amertume. Alors voilà une première singularité de la maçonnerie française, une première différence dans l'esprit qu'elle véhicule désormais, première différence avec ce qu'était la maçonnerie anglaise. Deuxième différence, le port de l'épée. Et ça, les mouches, c'était les espions, c'était les espions du cardinal de Fleury qu'on appelait les mouches, quelque chose qui était un peu entre l'indicateur et le policier des renseignements généraux, pour faire une comparaison avec l'époque moderne. Eh bien, le port de l'épée avait beaucoup surpris parce que c'était l'apanage des aristocrates et c'était généralisé dans les loges. Et donc, ce qui avait choqué une des mouches de Fleury, c'était justement que des roturiers puissent porter l'épée. Ce qui ne dérangeait pas du tout Fleury, qui, comme je vous le rappelle, avait pour seul souci de traquer les jansénistes. Et ce port de l'épée est un usage absolument inconnu en Angleterre, et si vous avez l'occasion de pratiquer ou d'observer les rites anglais, vous verrez que c'est toujours le cas. Et ça s'est confirmé tout au cours du XVIIIe siècle. Le rite s'est développé ainsi, avec ces deux dimensions spécifiques aux rites continentaux. Au rite continental, il n'y en avait quasiment qu'un à l'époque. L'idée d'initiation et les références chevaleresques qu'on perçoit aussi dans les modalités de la prestation de serment. Voilà donc où on en arrive à la fin du XVIIIe siècle. À la fin du XVIIIe siècle, avec l'apparition de Louis de Bourbon-Condé, qui prend la succession du comte de Clermont comme grand maître de la maçonnerie française, avec une notion un peu différente des obédiences actuelles, où les rapports entre la Grande Loge ou le Grand Orient étaient quand même beaucoup plus relâchés. Ces rapports avec les loges et leur autorité est très faible. Quoi qu'il en soit, Louis de Bourbon-Condé, à la suite du duc d'Antin et du comte de Clermont, va être à l'origine de la création d'une grande loge proprement dite, qui s'appellera désormais le Grand Orient, et qui deviendra en quelque sorte le prototype d'une obédience. On n'appelait, je ne crois pas, cela comme ça à l'époque, mais il impose une structure administrative, une véritable obédience qui gère, contrôle, mais aussi soutient et représente les loges. Et ce prince de haut lignage donne à cette nouvelle organisation un fonctionnement démocratique, ce qui peut surprendre compte tenu de sa qualité aristocratique, mais il donne un fonctionnement démocratique en imposant, non sans quelques difficultés, l'élection du vénérable, qui jusqu'alors était habituellement une titulaire de sa charge de vénérable à vie, exactement comme les charges de l'Ancien Régime. Alors ça a créé une véritable révolution et c'est le point de départ de ce qu'on peut appeler les obédiences modernes. La même année, 1773, est créée dans ce nouveau Grand Orient de France la commission des rituels, et cette commission ne fait strictement rien pendant 8 ans. Mais néanmoins, les loges la sollicitent parce qu'il existait quand même une diversification des rites. En plus, c'était créé des grades nombreux, au-delà de la maîtrise, et des loges demandaient de plus en plus à ce qu'il y ait des points de repère un peu stables et cohérents pour que les frères qui voyageaient puissent s'y retrouver d'une loge à l'autre. Et donc ainsi, cette commission des rituels, en 1780 seulement, donc 8 ans après la création de la commission en question, eh bien, produit 3 choses, donc peu de choses,
mais qui restent toujours actuelles. Les formules d'obligation, c'est-à-dire les formules des serments, les questions posées aux profanes avant son admission et les sentences présentes dans le cabinet de réflexion, mais rien d'autre. En 1782 arrive dans cette commission Alexandre-Louis Rottier de Montalot, dont on peut dire qu'il est quasiment le père fondateur, en tout cas le formalisateur, l'organisateur du rite français. Alors cet homme était d'une famille d'orfèvres, graveurs, puis directeur de la monnaie depuis 3 générations, et il intègre la Chambre des grades, qui sera la cheville ouvrière des rituels, non seulement des premiers grades, mais également des hauts grades du rite français, qu'on appellera plus tard les grades de sagesse. Ainsi, en 1785, les 3 grades sont rédigés et votés, qui gardent les fondamentaux du rite des modernes, qui écartent les innovations les plus grandiloquentes et parfois grotesques, comme un exemple parmi tant d'autres. On menaçait le récipiendaire encore sous le bandeau d'une ponction de son sang à partir de son cœur. Et puis, il en valide quelques autres de ces innovations, comme le calice d'amertume, l'épreuve de l'eau, de l'air, du feu, du sang, mais d'une manière un peu plus raisonnable. Et ceci tels que nous les connaissons encore aujourd'hui. Et il apporte quelques éléments plus personnels, semble-t-il, Montalot, et la sécularisation relative avec l'abandon des références bibliques ostensibles, c'est-à-dire que les formules bibliques, qui sont très nombreuses dans les rituels maçonniques, on s'en rend moins compte parce que la culture biblique est moins développée aujourd'hui, mais elles sont très nombreuses. À l'époque, on citait le texte de référence de l'Ancien Testament en général, du Nouveau parfois, dont elles étaient issues. On citait Isaïe 12 ou Luc 22. Alexandre-Louis Rottier de Montalot a supprimé la référence ostensible, tout en maintenant le texte. Il a créé quelques formules dont certaines sont brillantes et désormais bien connues, comme rassembler ce qui était pas. Il a aussi enrichi le 2e grade de quelques références opératives qui lui faisaient peut-être défaut. Néanmoins, ces rituels resteront manuscrits et diffusés en cahiers séparés pour les officiers des loges qui les achèteront d'ailleurs assez cher. Alors, il y avait le cahier du vénérable, le cahier du 1er surveillant, le cahier du 2e surveillant, le cahier de l'architecte, l'office qui est un peu disparu aujourd'hui. Et les loges devaient acheter ces cahiers manuscrits au Grand Orient de France, qui refusait de les imprimer pour éviter d'en assurer une diffusion excessive. Voilà où nous en étions juste avant la Révolution, pendant laquelle les loges suspendent leurs travaux et ne les reprendront, à quelques exceptions près, ne les reprendront vraiment que vers 1795, c'est-à-dire sous le Directoire. Entre-temps, Alexandre-Louis Rottier de Montalot avait fort opportunément conservé les archives du Grand Orient. Et en 1795, il sera élu grand maître du Grand Orient. Donc là, on voit que ça n'est plus un aristocrate de haut lignage, mais quelqu'un de beaucoup plus modeste. Et d'ailleurs, il ne veut pas du titre de grand maître, il se fera appeler grand vénérable. Viennent le consulat, puis l'Empire, et là, la franc-maçonnerie sera placée sous la férule, mais aussi sous la protection de Napoléon, qui nomme Cambacérès, puis un de ses frères, Joseph, à sa tête en 1804, et impose son unité, l'unité de la franc-maçonnerie, quand apparaîtra en 1804 un suprême conseil avec Grace Tilly, venant des colonies américaines, des îles, et amenant un rite concurrent à celui du Grand Orient, qui deviendra plus tard le rite écossais ancien accepté. Alors, tout au cours du 19e siècle, notre rite qu'on appelle alors français par opposition justement à ce nouveau rite écossais, et qu'on appelle moderne aussi, puisque ce nouveau rite écossais va s'appeler rite écossais ancien et accepté. On retrouve la même dialectique que ce qui s'était passé en Angleterre 60 ans plus tôt. Donc, notre rite, qu'on va désormais appeler rite français ou rite moderne,
va s'étioler en fait progressivement tout au cours du 19e siècle et surtout dans la deuxième moitié du 19e siècle. D'abord sous l'effet de la concurrence du RE2A et de ses 33 degrés qui lui donnent un aspect beaucoup plus flamboyant, semblant aller au-delà du grade de Rose-Croix du rite français. Et puis, il va aussi évoluer par l'effet de l'évolution propre du Grand Orient de France, qui va en quelque sorte se laïciser avant la lettre, avec l'abandon progressif des références spirituelles fondamentales de la franc-maçonnerie, la croyance d'abord en l'immortalité de l'âme, puis l'invocation du grand architecte de l'univers, qui va devenir facultative en 1877. Elle sera facultative par proposition d'un pasteur, qui plus est, qui voulait ainsi ouvrir la maçonnerie. C'était l'esprit qui existait à l'époque au Grand Orient, l'ouvrir au plus grand nombre dans une liberté de conscience absolue et dans un dogmatisme revendiqué. À l'époque, il faut savoir, 1877, c'est la Troisième République, que les républicains avaient beaucoup souffert de ne pas pouvoir se réunir, notamment sous l'Empire et sous le Second Empire, et la loi sur la liberté d'association n'existant qu'à partir de 1901, ils utilisaient la franc-maçonnerie, qui avait une tradition de réunion, comme lieu de réunion possible et de discussion politique, contrevenant d'ailleurs ainsi aux principes fondamentaux de 1723 et abandonnant ainsi progressivement toute référence spirituelle et notamment chrétienne dans une ambiance qui devenait anticléricalisme qui commencera seulement à se résoudre un peu, ou plutôt à trouver la possibilité de se résoudre une fois posé le cadre de la loi de 1905. Alors, notre rite français donc évolue au Grand Orient. Il s'appelle toujours rite français, mais il ne ressemble plus tellement à ce qu'il était et à ce que nous connaissons aujourd'hui, nous, francs-maçons de la GLTMF et de quelques autres obédiences de pratiques traditionnelles. Ce rite français va renaître dans cette forme de 1785, dans la forme qu'avait fixée Alexandre Louis Retier de Montalot. Il va renaître dans cette forme au milieu du XXe siècle, avec une tentative de restauration à l'initiative d'un frère qui s'appelle René Guilly, et qu'on va retrouver les pratiques de 1785 avec quelques augmentations, quelques apports, le prologue de Saint-Jean, la lumière rouge sur le plateau du Vénérable, la chaîne d'union qui va être à l'intérieur de la loge au lieu de rester dans le cadre des travaux de table. Mais quoi qu'il en soit, et quelles que soient ces dernières évolutions, eh bien, notre rite français tel que nous le pratiquons, nous, je ne parle pas du rite français du Grand Orient et de ce qu'il y est devenu, mais notre rite français ou rite moderne, il est bien l'expression maçonnique encore pratiquée de nos jours, la plus proche de celle des fondateurs anglais de la franc-maçonnerie, de la première grande loge de Londres, qu'on appellera bien plus tard les modernes, maçonnerie anglaise des origines, enrichie de l'esprit français, d'une forte dimension initiatique, de références chevaleresques que nos précédents anglais ne lui connaissaient pas. Voici donc, mes frères, comment cette invention britannique, qui doit beaucoup à un exilé français des Aguliers, est devenue 60 ans plus tard, avec les apports de l'esprit français, ce rite dit moderne que nous pratiquons aujourd'hui, tel que Montalot l'avait fixé quelques années avant la Révolution, quand le Grand Orient de France était encore une obédience maçonnique régulière. Je vous remercie de votre attention. C'était passionnant, je te remercie. J'ai retrouvé le bouton pour réactiver mon son. C'était absolument passionnant. Et ce que je vais proposer donc à toutes les personnes qui étaient présentes à cette conférence, c'est de commencer dans la partie chat à écrire leurs questions. Et le temps que les premières questions soient écrites, je vais rappeler que c'est notre première émission, notre première conférence. Donc, vous pouvez tout à fait nous aider à la rendre je dirais, de meilleure qualité ou plus pertinente en nous envoyant
tout simplement sur l'email de notre grand secrétaire en nous envoyant vos propositions ou vos idées, ou même tout simplement en nous disant les thèmes que vous aimeriez que nous abordions dans les prochaines conférences. Voilà. Alors, le temps que je parle, finalement, les premières questions sont donc arrivées. Alors, Jacques, la première question, elle est quid de l'influence des loges irlandaises et londoniennes sur le rite français? Alors, le rite français, il est directement issu des loges londoniennes. Les loges irlandaises, on sait peu de choses de la pratique de la maçonnerie en Irlande à cette époque-là. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des Irlandais qui sont venus aussi en France, mais il est vraisemblable que les Irlandais qui ont participé à l'introduction de la franc-maçonnerie en France, à Bordeaux ou à Paris, pratiquaient en fait la maçonnerie qu'on appellera moderne, même s'ils sont ensuite, ces maçons irlandais restés en Irlande, à l'origine de la maçonnerie des anciens. Mais vraisemblablement, on peut supposer que les maçons irlandais qui arrivaient en France, eh bien, ils appliquaient ce qu'on appelait à l'époque le système du docteur Desaguliers. Merci. Alors, une deuxième question qui nous a été écrite. Nous parlons aujourd'hui du rite français moderne. Ce n'est donc pas celui dit Groussier, qui, semble-t-il, n'a plus rien à voir avec le rite initial de 1783. Est-ce que tu nous confirmes cela? Alors, je ne serais peut-être pas aussi sévère que notre interlocuteur en disant que le rite tel qu'il a été établi par Groussier, qui était un grand maître du Grand Orient du siècle dernier, n'a plus rien à voir. Mais il s'est considérablement écarté. En fait, Groussier a essayé de ramener un petit peu de tradition et de spiritualité dans le rite pratiqué au Grand Orient de France, qui s'était, comme j'ai tenté de l'expliquer tout à l'heure, un petit peu vidé de sa substance à l'époque où il était devenu une chambre de réflexion politique, républicaine et athée, anticléricale en tout cas. Et Groussier, il a essayé de réintroduire un petit peu d'esprit de maçonnerie traditionnelle en réintroduisant du symbolisme. Mais effectivement, le rite français ou moderne, je pense qu'il vaut mieux dire soit rite français ou rite moderne que dire rite français moderne, parce que c'est un peu un pléonasme, que pratique le Grand Orient est sensiblement différent, à la fois dans la forme, mais surtout dans l'esprit, de ce qu'en avait fait Retier de Montalot, qui n'avait d'ailleurs rien inventé lui-même quasiment, mais qui avait repris ce qui s'était fait au XVIIIe siècle et qui en avait fait la synthèse. Oui, je la retrouve pas. Il y a une citation intéressante là-dessus, mais c'est pas grave. Si, la voilà. Alors, voilà ce qu'on a dit de l'éloge funèbre de Montalot, un frère qui faisait son éloge funèbre. C'est au frère Retier de Montalot que nous devons le maintien de cette antique association où les inspirations de cœur se changent en douces habitudes, où le double dogme de l'existence de Dieu et de l'immortalité de l'âme est professé, où la tolérance morale s'allie avec toutes les croyances religieuses, où la bienfaisance répond seule aux calomnies des profanes. Alors voilà ce qu'on disait de Retier de Montalot et voilà ce qu'on peut dire de l'esprit du rite français des origines, mais voilà ce qu'on ne peut pas dire, quoi qu'on en pense, du rite français tel qu'il se pratique aujourd'hui au Grand Orient de France. Eh ben voilà, ça c'est une réponse au moins claire. Alors, une autre question. Quelle importance a la tradition pour des personnages comme Guénon et ou Wirtz? Wirtz, je ne prononce pas très bien l'alsacien à mon avis. Alors, je crois qu'on ne peut pas faire une réponse commune pour les deux. Oswald Wirth est un franc-maçon de la fin du 19e siècle et du début du 20e, qui était très versé dans l'occultisme et l'alchimie. C'était le secrétaire de Stéphane de Guaita. Et il a été déçu quand il est rentré en maçonnerie au Grand Orient de France par l'absence de références symboliques. Il a d'ailleurs été à l'origine de la création un peu plus tard d'une revue qui existe toujours, qui s'appelle Le Symbolisme.
Et il a essayé de réformer, faire une sorte de retour aux sources traditionnelles au sein du Grand Orient de France. Ça n'a pas été bien vécu à l'époque. Il en est parti, il est passé rapidement dans une obédience éphémère qui s'appelait la Grande Loge symbolique écossaise. Et puis finalement, c'est au sein de la Grande Loge de France, qui a été créée depuis peu et dont le rite était le rite écossais ancien accepté, qu'il a développé les idées qui l'intéressaient, et notamment l'alchimie. On croit souvent que l'alchimie est consubstantielle au RE2A, qu'elle existe de temps immémorial comme référence maçonnique. Eh bien, elle doit beaucoup en fait à l'influence d'Oswald Wirth, qui l'a très largement introduite, développée et valorisée dans le cadre du RE2A. Quant à Guénon, alors Guénon, c'est un philosophe qui disait que, spiritualiste, qui s'intéressait au concept de tradition primordiale, qui voudrait qu'il n'y ait qu'une seule tradition au départ et qu'elle prend des formes différentes selon les cultures et les époques. Concept intéressant, une tradition première en quelque sorte, fondamentale. Il disait qu'en Occident, tout s'était perdu, il restait que la franc-maçonnerie qui soit vecteur de cette tradition, mais qu'elle s'était dégradée beaucoup. Alors il a écrit un bouquin sur la franc-maçonnerie qui est assez mal documenté et pas très intéressant. Il en est, à mon avis, il en a écrit un autre qui s'appelle « Aperçu sur l'initiation », où là, il développe des conceptions particulièrement intéressantes sur l'initiation, sur le processus initiatique qui peuvent nourrir les réflexions des francs-maçons. Mais alors, c'est un homme assez paradoxal, Guénon, puisqu'il disait qu'il ne fallait pas changer de voie traditionnelle. Quand on en adoptait une, il fallait la garder. Moyennant quoi, il est passé à peu près partout pour finir musulman en Égypte, si je me souviens bien. Je crois qu'il est mort au Caire, musulman soufiste. D'accord, effectivement. Alors, une autre question. Le rite français, donc je ne vais pas dire moderne, grâce à toi, j'ai appris qu'on disait soit le rite moderne, soit le rite français. Donc, le rite français, est-il considéré comme un rite déiste ou laïque? Alors, ça rejoint un petit peu le commentaire qu'on a fait tout à l'heure. Il est originellement, historiquement, manifestement déiste, comme toute la franc-maçonnerie d'ailleurs, il n'y en a pas d'autres historiquement. Et on peut dire même qu'historiquement, elle est chrétienne. Elle s'est un petit peu… On a écarté les références chrétiennes au XIXe siècle surtout, mais même un peu avant, en Angleterre pour pouvoir accueillir les Juifs. Elle est chrétienne, en tout cas judéo-chrétienne. Et puis elle est devenue laïque par les effets de l'histoire, notamment en France et notamment au Grand Orient de France. Mais le rite français, alors il est devenu laïque au Grand Orient de France, il est resté déiste là où on le pratique comme il se pratiquait originellement. Ok. Autre question, quelle est la plus importante différence, à ton sens, entre le RE2A et donc le rite français? Alors, les différences importantes visibles sont dans le formalisme, les couleurs des décors, la disposition des piliers. Elles sont les plus évidentes, mais elles ne sont pas les plus importantes à mon avis. Bon, puis il y en a quelques autres, mais enfin, on ne va pas faire le catalogue là. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est la référence aux trois grandes lumières dans la franc-maçonnerie. Dans les rites anciens, dont le RE2A, les trois grandes lumières sont le livre de la loi sacrée, l'équerre et le compas, qui sont réunis à l'ouverture des travaux selon des dispositions différentes à chaque grade, mais qui sont ensemble, les trois grandes lumières. Au rite français, l'équerre, le compas et la Bible sont bien là, à l'Orient, mais ne sont pas dans les mêmes dispositions. Et quand on demande à l'apprenti ce qu'il a vu en entrant en loge, il répond « le soleil, la lune et le maître de la loge », qui sont donc valorisés en tant que tels plutôt comme des grandes lumières. Et d'ailleurs, soleil, lune et maître de la loge, dans les rites anciens britanniques, dans les formes britanniques, sont appelés les lumières secondaires, lesser lights, les lumières d'en dessous en quelque sorte. Alors ça, c'est une différence qui me semble symboliquement ouvrir à des réflexions qui peuvent aller dans des sens un peu différents, pas contradictoires, mais ça peut nourrir comme ça une certaine réflexion sur les rites qu'on pratique. Et puis, il y en a une autre qui concerne le grade de maître et la parole qui, dans un rite, est perdue et dans l'autre est substituée.
ce qui amène à des développements différents pour trouver des solutions. Comment on remplace ce qui est perdu ou comment on retrouve ce qui est substitué dans le cadre de ce qu'on appelle les hauts grades, les grades postérieurs à la maîtrise. Ok. Alors, je pense qu'on a un certain nombre d'écosystes qui nous regardent aujourd'hui parce que la question suivante porte toujours sur la question de différence entre les rites écossais et les rites français. Et la question est la suivante. Le grade de maître écossais qui est pratiqué donc au second ordre est-il identique à celui du RER? Alors, le grand élu écossais du deuxième ordre du rite français amène déjà une remarque. On a tendance à opposer français et écossais et on voit que là apparaît une référence écossaise dans le rite français. Pourquoi? Eh bien parce que l'écossisme, en fait, c'est synonyme de haut grade. Ce qu'on appelait pas les hauts grades au XVIIIe siècle, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les hauts grades. On appelait ça l'écossisme ou les grades écossais en général. Et c'était synonyme, écossais ou grade au-delà de la maîtrise. Et d'ailleurs, au RE2A, il y a un maître écossais qui apparaît rapidement après la maîtrise. Et on retrouve des hauts grades du rite français qui empruntent au même fond doctrinal et maçonnique que les hauts grades du rite écossais ancien accepté, qui s'appelle le grand élu écossais. Au RER, Villermoz a fait une autre forme de synthèse des hauts grades qui étaient très nombreux au XVIIIe siècle et assez mal organisés. En gros, il y en a trois. Il y a celle du RE2A qui apparaîtra au début du XIXe avec les 30 degrés au-delà des trois premiers pour en faire 33 et dont on en pratique une minorité quand même, 4 ou 5 sur les 30. Il y a le système des hauts grades du rite français avec les 4 ordres, qui sont 4 tranches de hauts grades où on synthétise dans un ordre un certain nombre de hauts grades. Et puis, Villermoz, au rite écossais rectifié, a voulu faire la synthèse de tous ces hauts grades dits d'écossisme, donc c'est synonyme, au sein d'une seule cérémonie et d'un seul grade qui s'appelle le maître écossais de Saint-André. Alors, c'est une cérémonie qui est très riche parce que justement, elle essaye de rassembler tout le contenu de l'ensemble de l'écosisme au sens de haut grade et qui est très riche, qui a même à une époque été scindée en 2 temps tellement c'était important. La seule dimension qui était écartée par Villermoz sont les grades de vengeance qu'il ne supportait pas, considérant qu'ils n'étaient pas compatibles avec la voie de l'amour. D'accord. Le temps est passé quand même assez vite finalement avec cette conférence qui était passionnante. Alors, je vais prendre une toute dernière question pour revenir justement purement sur le rite français, non plus les différences entre les rites. Y a-t-il, à ton avis, aujourd'hui plusieurs rites français en vigueur? Et également, est-ce que vous pensez que pensez-vous du rite français de tradition? Alors, il y a effectivement plusieurs rites français en vigueur qu'on peut résumer globalement à 2. Il y a le rite français de 1785 que pratiquent les grandes loges qui ont une vision plus traditionnelle de la franc-maçonnerie, qui reste dans les landmarks issus de la Grande Loge d'Angleterre. Et puis, il y a le rite français du Grand Orient de France et de ses épigones, des loges, de la Grande Loge féminine de France, par exemple, et de quelques autres loges, la Grande Loge mixte de France, qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, d'une forme beaucoup plus laïcisée. Alors, le rite français de tradition, c'est une histoire très intéressante que j'ai eu à découvrir il n'y a pas si longtemps et qui est très touchante. L'histoire du rite français de tradition, c'est l'histoire de francs-maçons qui ont suivi Napoléon en Belgique dans ses campagnes. Et il y avait notamment comment ça s'appelait, le directeur ou le gouverneur des Invalides
qui devait bien sûr assurer l'intendance de l'infirmerie. Et donc, il avait déplacé une antenne des Invalides à Louvain. Et il avait donc, s'installant à Louvain, continué sa maçonnerie telle qu'il a pratiquée à Paris. Et alors il s'appelle Chilastre, dit Lebrun, qui n'était pas un franc-maçon d'une envergure exceptionnelle. Quand on cherche dans la Chambre des grades, on ne trouve pas cité dans les grands penseurs de la maçonnerie de l'époque ou des personnages influents. Mais enfin, il a eu cette influence-là qui n'est pas négligeable et il a créé donc cette loge en français, en pays néerlandophone. Et il a pratiqué bien sûr la maçonnerie qui existait à l'époque, donc très vraisemblablement très proche du rite français. Et puis, cet îlot culturel maçonnique, j'allais dire en pays hostile, parce que les néerlandophones n'ont pas forcément une dilection particulière pour les francophones, eh ben, a survécu. Il a continué de se développer, toujours en français. Et en fait, il a subi beaucoup d'influence de l'écosysme RE2A en particulier, mais pas seulement. Aussi des références romantiques au XIXe siècle, avec de longues citations d'Émile Deschamps, qui était un contemporain de Nogier, de Victor Hugo. Et ce rite français de tradition, eh bien, il est français historiquement parce que ce sont des Français qui l'ont introduit en Belgique. Il est plus très français dans sa forme actuelle. Et il est beaucoup plus proche du RE2A, à mon avis, même si les plateaux sont bleus. Et puis c'est à peu près tout d'ailleurs ce qui reste du rite français. Et il est de tradition parce qu'il a sa tradition propre, qui est celle de son fondateur, ou plus exactement celle des continuateurs de ce rite qui était un peu isolé dans ce pays. D'accord. Eh bien, merci pour cette belle réponse, qui clôture finalement une conférence qui a été absolument passionnante. Moi, j'ai appris plein de choses et je t'en remercie énormément. Alors, mon cher Jacques, encore une fois, merci. Merci pour cette passionnante conférence. Merci pour tes réponses également. Merci également à toutes les personnes qui se sont connectées ce midi. Et puis, merci enfin à notre grand maître Vincent Poisson qui nous a permis de réaliser finalement ce programme. Et j'espère qu'il y en appellera plein d'autres. Alors, nous nous retrouverons donc justement mi-janvier avec Patrick Jouron. Nous parlerons en fait du rite écossais rectifié, un rite chrétien et chevaleresque. Alors, à tous, bonne journée et à très bientôt et merci de nous avoir suivis. Au revoir. Merci Alexis.